Heureux de vous accueillir, soyez bienvenus pour ce nouveau numéro d'International. Notre invité aujourd'hui est à la fois témoin et acteur de l'actualité, le Français Pascal Lamy. Merci d'être sur le plateau d'International. En quelques rappels, peut-être vous avez été pendant 10 ans à la tête du cabinet de Jacques Delors à Bruxelles dans ce qu'on appelle la décennie d'or. C'était de 85 à 94. On vous appelait d'ailleurs l'exocète de Delors. Vous avez été commissaire européen et puis pendant 8 ans, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Autant vous dire qu'avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Hayat du Monde, nous avons beaucoup de questions à vous poser. Un week-end encore marqué parce qu'il est convenu d'appeler, maintenant c'est assez classique, les réunions de la dernière chance autour de la situation de la Grèce. Mais au fond, est-ce que c'est aussi vital, aussi important que ça? Est-ce que l'Europe sans Grèce ou la Grèce sans l'Europe? Ça peut s'imaginer, tout simplement. Ce serait une catastrophe? Oui, ce serait une catastrophe, mais on peut imaginer des catastrophes. Je pense que ce serait très mauvais, et pour les Grecs, qui d'ailleurs l'ont compris, puisque la très vaste majorité des Grecs, quand on regarde les sondages d'opinion, et même le résultat des élections, c'est qu'ils souhaitent rester dans l'Europe et dans l'euro, et c'est le souhait aussi des autres Européens. Je pense que les Grecs le savent, parce que leur problème essentiel, qui est un problème de redressement économique, qui est un problème de réanimation d'une économie qui est à l'arrêt, qui est en thrombose, sera beaucoup plus difficile sans le soutien européen qu'avec le soutien européen. Et je crois que les autres Européens savent aussi que l'euro, qui est un projet à la fois économique et politique, si on peut sortir de l'euro, l'euro devient une sorte d'arrangement de change fixe, comme il y en a eu d'autres dans l'histoire. Donc il perd en quelque sorte, ou il risque de perdre sa portée historique et politique profonde, qui est une contribution à l'intégration européenne. Les Européens en ont trop demandé en matière d'austérité, comme parfois cela est dit? Disons, comme d'habitude, c'est une négociation. Et donc, celui qui demande a toujours tendance à demander un peu trop, parce qu'il sait qu'il n'aura pas tout, et celui qui refuse a tendance à refuser beaucoup, parce qu'il sait qu'il faudra qu'il donne un peu. Je pense que... On va trouver un accord, in fine, au bout du bout. Je pense qu'on trouvera un accord au dernier moment, au dernier des moments. C'est comme pour les quotas de pêche, on fait ça quand vraiment on en a besoin, parce que accoucher d'un compromis, c'est compliqué. Il faudra ensuite que ce soit ratifié par des parlements nationaux, par Mme Merkel convaincre le Parlement allemand, que le Premier ministre finlandais va convaincre sa majorité parlementaire eurosceptique. Donc c'est compliqué. Je pense qu'il y aura finalement un accord au dernier moment, c'est-à-dire probablement en juillet. D'ici là... à la mi-juillet, oui. D'ici là, il y aura des hauts et des bas. Il y a, si vous voulez, les Grecs ont inventé le théâtre. Le drame. Et donc, il y aura un accord, mais mon sentiment, c'est que ce n'est qu'une toute petite partie du problème. Le problème, on l'aura après cet accord, c'est le jour d'après. Le jour d'après, c'est comment on réanime une économie qui s'est écroulée, un système politique qui s'est écroulé. La Grèce est un pays un peu comme l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, ou le Kosovo, quand la guerre s'est arrêtée en Yougoslavie. Il va falloir des moyens exceptionnels pour réanimer ce pays et le faire rentrer dans une économie moderne. Pascal Lamy, est-ce que, ne serait-ce que le fait d'imaginer un scénario avec une sortie de la Grèce à terme, ou ne serait-ce que d'avoir imaginé ça, ça n'est pas déjà pour les Européens se tirer une balle dans le pied et engager la négociation dans de mauvais termes? Non, je crois pas. Je crois pas. Depuis le traité de Lisbonne, on a le droit de sortir de l'Europe. Le traité de Lisbonne, la dernière version. Aucun pays ne l'a jamais fait. Un territoire l'a fait un jour, c'est le Groenland. C'est du détail juridique, mais on doit pouvoir sortir de l'Europe si on trouve que ça n'est pas bon. Bon. Le rapport des pays membres de l'Union et des citoyens et des citoyennes à l'Union est un rapport qui est positif quand ils pensent qu'on fait mieux ensemble que tout seul. On a le droit à l'extrême, c'est d'ailleurs la position des anti-européens, la position des souverainistes, des nationalistes, du Front National, c'est de dire oh non, on ferait mieux tout seul. Je pense absolument pas que ça fasse
sens ni dans le monde d'aujourd'hui, ni a fortiori dans celui de demain, qui sera un monde de grands éléphants, après tout, chacun a droit à son opinion. Donc l'Europe, c'est quelque chose qu'on construit ensemble, parce qu'on fera mieux ensemble que séparément, et notamment sur des questions fondamentales, qui sont des questions de valeur et d'identité. Christophe Ayad, Le Monde. Pascal Lamy, vous disiez les Européens sont, enfin les habitants, les citoyens européens sont pour l'Europe. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, dans cette crise-là, que c'est beaucoup plus dur que la dernière fois? C'est-à-dire que les dirigeants européens sont soumis à des opinions qui sont devenues intransigeantes, qui ont fait des sacrifices. Je pense aux Irlandais, je pense aux Portugais, je pense aux Finlandais, et qui ne veulent pas payer pour la Grèce cette fois-ci. Il y a de ça. C'est vrai que la négociation est dure et que les termes qui sont employés par les uns et par les autres sont trop agressifs. On ne s'insulte pas dans une famille, sauf si c'est vraiment grave et si tout le monde a bu un coup de trop. Bon. Donc vous avez raison, ça met à jour le fait que les opinions nationales, le creuset de la légitimité politique demeure davantage national qu'européen, mais ça c'est un problème qu'on connaît dans tous les systèmes fédéraux. L'articulation entre une légitimité locale de proximité, régionale, nationale et européenne, c'est compliqué. Alors la crise économique dont nous commençons peut-être à sortir n'a pas aidé non plus, parce que beaucoup de gens en Europe sont dans une situation économique et sociale mauvaise. Il y a un chômage énorme sur le plan historique, surtout chez nous, mais aussi ailleurs. Et donc, on sait, l'histoire nous dit que la peine, la douleur, le malheur social est toujours favorable au populisme, parce que c'est toujours plus facile d'aller accuser le barbare, l'étranger, l'autre, des maux que l'on subit. C'est une réaction, si je puis dire, anthropologiquement compréhensible, même si, moralement et politiquement, à mon avis, ce n'est pas la bonne. Oui, mais il y a le sentiment là que les Grecs n'ont pas fait les mêmes efforts que les autres, ou alors que ces efforts n'ont servi à rien. Par rapport, j'y reviens, aux Irlandais, aux Portugais, aux Finlandais, aux Slovaques. Ce n'est pas faux. Les Européens ont subventionné la Grèce depuis une trentaine d'années à hauteur d'à peu près 200 milliards d'euros, sans pour autant que la Grèce ne se modernise comme l'Irlande, le Portugal, voire même la Finlande, dont l'État dans sur ses impôts, sur son cadastre et de choses de genre. Il est juste de dire que les Grecs n'ont pas joué le jeu, et il est injuste de présenter cette négociation comme des créanciers cupides et avides en train de tuer un débiteur qui n'en peut mais. Ça, c'est une caricature. Quand on dit les Grecs, vous parlez de qui? Parce qu'en fait, il y a toute une frange de la population qui la connaît, l'austérité dans sa chair, et il y a ceux qui mettent la main, qui font main basse, même sur les biens de l'État grec, par exemple, qui sont des milliardaires grecs, qui d'ailleurs ne résident pas forcément en Grèce, qu'on retrouve en Suisse. Ce sont ceux qui continuent, qui s'enrichissent sur cette Grèce. Alors, est-ce que les créanciers ne doivent pas faire la différence et ne doivent pas s'occuper aussi de ce problème-là? Vous avez raison, et c'est pour ça que Tsipras a été élu. Bien. Gauche. Encore une fois, ça n'est pas un problème essentiellement de dette. Le problème de la Grèce, c'est que c'est un pays qui connaît une révolution, un vieux système s'est effondré, le pays est à plat, et il faut le reconstruire. Mais c'est une situation révolutionnaire, et d'ailleurs, elle a, hélas, le potentiel de se transformer en un conflit très grave entre les Grecs eux-mêmes. Nous connaissons la propension des Grecs à une certaine forme de guerre civile. Je ne souhaite pas que ça se passe, et j'espère de tout cœur que ça ne se passera pas, mais c'est ça le danger. Et comme c'est un pays qui, compte tenu de ce qui est en train de se passer aux frontières méditerranéennes et orientales de l'Europe, est du coup devenu fragile, le Conseil européen, à mon avis, doit regarder cette question grecque non pas sous l'angle budgétaire ou financier, ça c'est l'affaire des techniciens, et d'ailleurs si on avait un FMI européen, ça ne serait probablement pas passé comme ça, mais sous l'angle que le FMI de économique. Christine Lagarde finalement se soit mêlé d'affaires. J'ai toujours pensé et dit que c'était à mon avis une erreur d'avoir
introduit le FMI dans cette négociation, et si on l'a fait, c'est parce qu'on n'avait pas de FMI européen, qu'on n'avait pas les compétences, qu'on n'avait plus les compétences depuis l'euro pour traiter une question comme ça. Donc en fait, on a importé une compétence qui existe au FMI, mais évidemment, si vous demandez aux Chinois, aux Américains, aux Thaïlandais et aux Indonésiens de valider un plan grec, ils ne vont pas le faire avec la même sensibilité que les Européens. Donc, une des grandes conclusions, d'autres ont été tirées. L'union bancaire est une conclusion importante de cette crise, et de ce point de vue-là, l'Europe a avancé. Je pense qu'il nous faudra un FMI européen, parce que ça se passe de temps en temps. Comment vous expliquez ce manque d'anticipation, puisqu'on n'arrive pas à mettre en place les institutions qui seraient vraiment utiles à prévenir les crises? C'est une très bonne question. Reprenez le rapport Delors, qui a servi de base à la négociation de l'Union économique et monétaire. À l'époque, Delors avait dit, voilà pourquoi il faut faire une monnaie unique, et voilà comment il faut le faire. Ils ont pris l'objectif, ils ont créé la monnaie unique. Dans le rapport Delors, ils ont pris en gros ce qui les arrangeait, c'est-à-dire l'indépendance des banques centrales, et ils n'ont pas repris du rapport Delors une partie de ce qui revenait à l'érosion de leur souveraineté nationale. Sophie vous demande, c'est qui ils? Sont les successeurs de Delors? Non, ce sont les ministres, c'est le Conseil européen quand il a adopté le traité de Maastricht, qui est l'Union européenne, qui a d'ailleurs été ratifié par les pays membres, et y compris par les Français. Donc vous dites que les Européens font l'Europe malgré eux, en fait? Je dis qu'à l'époque, il y avait une grosse jambe monétaire et une petite jambe économique, et que la proportion n'était pas la bonne, et que l'histoire a montré ce qu'il en était, parce que quand on marche, on peut boiter, quand on court, on se casse la gueule, et c'est ce qui s'est passé au moment de la crise, et c'est d'ailleurs pour ça que depuis, la jambe de coopération, de discipline économique et financière, y compris l'union bancaire, a dû être, en quelque sorte, fabriquée à la hâte. Et donc, c'est un éternel problème dans toutes les constructions supranationales, c'est un problème d'articulation entre combien de discipline et combien de solidarité. Ils ont tendance à créer une solidarité de fait, comme ça a été le cas avec l'euro, parce que les systèmes financiers se sont interpénétrés et sont devenus solidaires, sans les disciplines et la contrepartie. Accessoirement, on peut dire, et je dis ça parce que j'ai appartenu à une commission pour laquelle ce problème s'est posé, que, y compris les institutions européennes, n'ont pas, à certains moments, exercé correctement leur rôle de surveillance de ce qui se passait en Grèce. Pascal Lamy, une partie des Grecs, notamment les gens de Syriza, pensent que ce qui est en train de se jouer, c'est une forme de, de tentative de renversement politique. C'est-à-dire, l'Union européenne peut-elle s'accommoder de politiques de gauche radicale, enfin de partis de la gauche radicale au pouvoir, comme Syriza en Grèce, mais aussi comme peut-être un jour Podemos en Espagne. Est-ce que ces partis sont une menace pour l'essence même des institutions européennes ou des politiques menées par l'UE de manière commune? Je ne crois pas. Encore une fois, nous sommes dans un système qui combine du local, du régional, du national et de l'européen. La matrice essentielle de la légitimité politique demeure nationale, plus que locale ou régionale, et moins qu'européenne. On l'a bien vu, si vous regardez ce qui s'est passé en Espagne avec la Catalogne, ce qui s'est passé en Angleterre, en Grande-Bretagne avec l'Écosse. Bon. L'Europe est un continent divers, nous avons des libertés publiques, chacun choisit le gouvernement qu'il veut. Mais si ce gouvernement ne peut pas mener la politique qu'il veut... Ce gouvernement, à l'intérieur d'un système qui comprend des solidarités et des disciplines, on ne peut pas inventer un pays communiste en Europe. Ça n'est pas compatible, ni avec le traité de Rome, ni avec le traité de Maastricht, ni avec le traité de Lisbonne. Il y a déjà une sorte de convergence qui s'est établie et qui élimine les extrêmes. Et d'ailleurs, on ne peut pas comparer Tsipras et Podemos. De même que Podemos et Ciudadanos, qui sont effectivement des nouveaux partis, ne sont pas des partis extrémistes. Il se trouve simplement que dans les régimes parlementaires,
il y a une certaine fatigue des partis politiques classiques dans les régimes parlementaires, et donc de nouvelles forces émergent, et alors, tant mieux, ça c'est la démocratie. Ce sont pas finalement des points communs entre tous ces partis, c'est le refus de voir les inégalités se creuser. Absolument, voilà. À juste titre. Et il n'y a aucune réponse de l'Europe Bien sûr que si. Puisque c'est en augmentation. Mais attendez. L'Europe est le continent le moins inégalitaire de cette planète. Ce que les Européens ont en commun, c'est une plus grande tolérance à l'égard de l'inégalité qu'ailleurs. Si vous regardez l'Europe de la Lune, c'est ça que dit l'Europe. On n'aime pas les inégalités, alors qu'ailleurs on les accepte. Que les inégalités se soient accrues pendant la crise, c'est toujours comme ça dans les questions de crise économique et sociale, et c'est pour ça qu'on en revient d'ailleurs à la question de savoir comment recréer de la croissance en Europe. En gros, pour l'instant, le sentier de croissance de l'Europe dans les années à venir, c'est 1,5% par an. Ça ne suffit pas pour réduire à la fois le chômage, qui est la plus grande des inégalités, et les autres inégalités. Et donc, il y a beaucoup à faire dans ce domaine, mais l'intolérance à l'inégalité est quelque chose qui unit les Européens, si on les compare à ce qui se passe dans le reste du monde. Pascal Lamy, vous dites qu'il ne peut pas y avoir un gouvernement, un pays communiste dans cette Union européenne. Est-ce qu'il pourrait y avoir un gouvernement de droite extrême, d'extrême droite, pourquoi pas en France d'ailleurs? Est-ce qu'il aurait toujours sa place? Est-ce que ce serait la même Europe? Ou est-ce que forcément il serait mis au banc de cette Union européenne? Ça dépend de son programme, ça dépend de ce qu'il fait. Sortie de l'euro, par exemple, pour Marine Le Pen. Sortie de l'euro, on peut sortir de l'euro si on le souhaite. C'est pas écrit, au contraire, que dans la Constitution européenne, les Anglais sont pas dans l'euro, et ils sont dans l'Europe. On y reviendra. Ouais. Je pense que les risques sont limités, encore une fois, sauf accident de sortie de la Grande-Bretagne, que d'ailleurs je ne souhaite pas. Mais regardez ce qui s'est passé. J'étais commissaire à l'époque, quand M. Haider est arrivé au gouvernement en Autriche. Les autres gouvernements européens les ont mis au coin pendant 6 ou 7 mois. Bon, ça prouve bien qu'il y a des problèmes. Ce qui est en train de se passer, par exemple, en Hongrie, où nous savons que M. Orban, disons, a une attitude non seulement souverainiste, populiste, mais très à droite, pose des problèmes à l'Union européenne. Et donc, il y a des limites. Il y a une déclaration européenne des droits de l'homme, il y a des principes communs sur les libertés publiques, la liberté de conscience, comment on organise les médias, on ne peut pas les acheter ou les manipuler. Et donc, nous sommes à l'intérieur d'une espèce de couloir de valeurs qui exclut des extrêmes de ce type. Vous venez de faire référence à Viktor Orban en Hongrie. On vient de lui faire un cadeau en l'exonérant. Là, on passe sur un autre dossier, la question des migrants. Son pays est exonéré et n'a pas d'engagement à recevoir des migrants parce qu'il a brandi la menace de suspendre une clause qui aurait nécessité qu'il opère comme les autres Européens. Cette clause existe à l'intérieur des accords qui organisent la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a la possibilité d'activer une clause d'urgence qui consiste à remettre des frontières pour les personnes. C'est une possibilité qui existe dans le traité, elle n'est pas utilisée. La décision qui est prise sur la répartition des demandeurs d'asile est une décision commune qui a été prise par les Européens en commun. Oui, mais juste avant, il avait menacé de fermer ses frontières, d'ériger des clôtures, etc. Et comme de par hasard, dans la négociation, il l'emporte. Ça, forcément, au niveau européen, il y a des négociations. Et le problème de la répartition entre les États membres des demandeurs d'asile, et je répète, en tant que de besoin, qu'il s'agit de repartir non pas des réfugiés à qui on va accorder l'asile, mais des demandeurs d'asile. Des demandeurs d'asile qui vont pouvoir, dans un État membre de l'Union, entamer une procédure pour obtenir le statut de réfugié qui, en gros, est attribué dans entre 10 et 20% des cas. Donc, ne faisons pas comme si... D'abord, tous ces migrants étaient les mêmes. Il y a des réfugiés et il y a des migrants économiques. Et comme si tous les demandeurs d'asile qui se situent sur le terrain européen allaient obtenir l'asile, ça n'est pas le cas. Pascal Lamy, on vous retrouve dans 2 minutes. Point d'actualité sur les antennes de RFI, de TV5 Monde. Et nous allons parler de différents autres thèmes d'actualité. Là encore, à tout de suite.
Retour international, nous recevons aujourd'hui Pascal Lamy, ancien directeur de cabinet de Jacques Delors, à la tête de la Commission européenne de 85 à 94. On peut rappeler que vous avez été vous-même commissaire européen et directeur général de l'Organisation mondiale du commerce pendant 2 mandats. Donc beaucoup de questions sur l'actualité. Nous venons de parler de la Grèce où vous dites en gros une sorte de génie va faire que peut-être au dernier moment on va trouver un accord. Mais Sophie Malibaud vous interrogeait avant la pause sur la question des migrants. L'Union européenne a proposé des quotas aux différents pays pour ces migrants. Ça a été refusé assez largement. Jean-Claude Juncker propose aujourd'hui 60 000 personnes qui seraient accueillies par l'Union européenne sur 2 ans. Est-ce que c'est la réponse? Il faut renoncer aux quotas ou c'était la bonne idée? Je crois que c'est la bonne idée parce que je crois profondément que compte tenu de ses perspectives démographiques, à moyen et à long terme, l'Europe est un pays dont la population vieillit et diminue, et donc nous aurons besoin d'immigration pour, en quelque sorte, entretenir le modèle social européen. Et si nous n'importons pas d'immigrants pour des raisons économiques, c'est notre modèle social qui, un jour, devra rétrécir, ce que je ne souhaite pas, parce que je pense que l'identité européenne réside dans la spécificité de son modèle social. Bon. Et donc, à terme, nous devrons probablement adopter la politique qu'ont adoptée tous les pays qui ont eu besoin d'immigration, qui est une politique de quotas. Mais le mot quota a été rejeté largement. Alors, il est rejeté pour 2 raisons. D'abord parce que dans notre culture politique, nous sommes ouverts, et donc l'idée qu'on met un compteur à l'entrée ne colle pas pour des raisons politiques, mais c'est assez compréhensible dans la mesure où dans la culture européenne, c'est celle d'un pays d'émigration. Hein, l'Europe est un continent d'émigration. Les Européens ont émigré ailleurs dans le monde, au cours, disons, dans la mémoire historique, et ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Europe, ça a été de l'émigration. Chez moi, en Normandie, des noms de Polonais ou de Flamands, il y en a partout. Bon. Ça n'est plus l'avenir, et donc il faudra en venir là à terme. Alors, pour ce qui s'agit, dans le cas précis que vous évoquez, il ne s'agit pas de migrants économiques. On n'est pas sur ce sujet-là. On est sur le sujet de gens qui quittent des théâtres de guerre, Érythrée, Syrie, Libye, pour sauver leur peau ou leur liberté. Ouais, et eux, il faut les accueillir. On doit leur donner l'asile. C'est ce que prévoient nos règles européennes, parce que nous sommes une communauté très attachée aux droits de l'homme. On doit leur donner l'asile en attendant des enquêtes administratives qui sont faites et qui vérifient qu'effectivement, s'ils reviennent chez eux, on les retrouve en prison ou 3 pieds sous terre. Ouais. Bon. Ça, c'est notre tradition, et il faut répartir cela parce que les Italiens, en l'occurrence, et dans une certaine mesure les Grecs, ne peuvent plus maîtriser faire la différence entre les migrants économiques et les demandeurs d'asile et répartir les demandeurs d'asile. Donc je comprends très bien la position des Italiens qui dit aux autres, écoutez, franchement, s'ils viennent chez nous, si c'était en Suède qui débarquait, ou en Allemagne, encore que la Suède et l'Allemagne, à l'intérieur de l'Union européenne, sont les 2 pays qui accordent le plus facilement l'asile. Mettons, s'ils débarquaient à Douvres au lieu de débarquer à Lampedusa, vous ne raisonneriez pas pareil. Et de ce point de vue-là, je trouve que les Italiens ont raison. Et que l'Europe, c'est une communauté. Et donc, on ne peut pas dire quand votre voisin a des problèmes qui, en réalité, sont des problèmes communs, qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Hein, la raison pour laquelle ces migrants débarquent, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Hein, ça a à voir avec le fait qu'ils viennent de gouvernements, de pays qui sont faillis et dans un état épouvantable. Là, on doit faire preuve de solidarité. Mais Pascal, Christophe Fayat. On a l'impression que pour une fois, enfin pas pour une fois, mais pour une fois qu'il y a une commission qui pose les vraies questions, qui propose des solutions politiques, qui fait de la politique, et qui essaie de régler les problèmes, un peu contrairement à la précédente, on va dire, sans avis partagé. Voilà. Eh bien, pas de bol, on a des États qui ne veulent pas de solution, qui ne veulent pas entendre parler de politique et qui voudraient que la question des migrants disparaisse quelque part dans une sorte de clause administrative ou je ne sais quoi. Vous interprétez
probablement assez bien ce qu'est la réaction naturelle des États en question, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une Commission européenne, c'est pour ça qu'on a besoin d'institutions européennes, on a besoin d'une institution qui représente l'intérêt général européen. Cette Commission, et j'en suis tout à fait d'accord avec vous, enfin prend des initiatives politiques. Peut-être que les États membres et le Parlement européen, parce qu'il y a le Conseil des États, où siègent les gouvernements, et puis il y a le Conseil des citoyens, qui est le Parlement européen. Peut-être qu'ils trouvent que cette commission va trop loin dans ses initiatives européennes, mais il ne faut surtout pas qu'elle se décourage, parce que c'est la seule manière d'avancer. Est-ce que Juncker n'est pas arrivé trop tard d'une certaine manière? Il arrive à un moment où il n'y a plus que des populistes, la crise économique et des États égoïstes. Ça n'est pas un bon moment pour l'Europe. Elle en a connu d'autres, des mauvais moments, et elle en connaîtra d'autres. Il faut rebondir, et pour cela, je trouve que la méthode Juncker, qui consiste à projeter l'intérêt général européen vers l'avenir sur les questions essentielles, les infrastructures, le plan Juncker, et cette proposition bienvenue de répartition de la solidarité en matière de migrants, je trouve que ça va dans la bonne direction. On retrouve peut-être, parce que ça fait, il n'est là que depuis moins d'un an, on retrouve peut-être une commission qui joue son rôle de pilote dans la construction européenne. Sophie Malibaud. Pascal Lamy, qu'en est-il de l'absence finalement de politique étrangère commune? Par exemple, si on prend le problème en amont, on parle souvent dans cette émission des problèmes de développement en Afrique, on parle souvent de la guerre en Syrie, en Irak, on parle beaucoup moins de l'Érythrée parce que personne n'en parle, il n'y a pas d'initiative diplomatique. L'Érythrée, c'est ce pays d'où proviennent une énorme partie des réfugiés, ça en fait partie, mais c'est massif. Il n'y a aucune... Pas de politique étrangère de l'Europe de ce problème en amont. C'est juste, il y a beaucoup de ces immigrants africains qui viennent de pays constitués et qui ne sont pas dans l'état de l'Érythrée ou de la Somalie ou du Soudan. Ils viennent par exemple d'Afrique occidentale, notamment beaucoup de francophones, et là on n'est pas dans la même situation. Est-ce que l'Europe a une politique étrangère et sécurité commune à la hauteur de ce qu'elle devrait avoir? Non. Pas encore. Bon. Mais c'est beaucoup plus compliqué que de faire un marché unique. Une politique étrangère et sécurité, il faut mélanger des rêves et des cauchemars. Ce qui est bien ou pas bien, ce qui est bon ou pas bon pour l'avenir de l'Europe, c'est très formaté par des cultures. Il n'y a pas seulement des questions d'intérêt, il y a aussi des questions de valeur. Donc ça prendra du temps. Et ce qu'il faut en attendant, c'est que là où on le peut, et c'est le travail de Federica Mogherini, là où on le peut, on l'a fait par exemple, vous parlez de la côte orientale de l'Afrique, on l'a fait en matière de lutte contre la piraterie. L'Europe a monté une opération militaire maritime, avec d'ailleurs d'autres pays, et finalement, ça a marché. Donc on ne peut pas dire... C'est pas possible. Simplement, il faut suffisamment... Cette politique est faible. Parce que réunir un consensus sur des grandes questions de risque, de sécurité, sur des choses qui peuvent mettre en jeu la vie de vos citoyens, parce que si vous envoyez des gens se battre sur un théâtre d'opération, il y en a qui vont revenir les Français. Il y en a qui vont revenir les pieds devant. Là, vous avez besoin d'une très forte légitimité politique. Pour envoyer des gens se faire tuer, il faut appartenir à une communauté dont la défense est ressentie. On n'en est pas encore là. Je pense que ça viendra, mais c'est forcément lent. Donc ne regrettons pas, si vous voulez, que l'idéal ne soit pas là, parce que l'idéal dans cette matière, il est très très loin. Essayons petit à petit de s'en rapprocher. Justement, pour revenir sur du très concret, on entend parler de solutions qui seraient la constitution de camps de rétention en Tunisie, au Niger. C'est une solution qui est débattue. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de solution? Est-ce que c'est pas mettre le problème sous le tapis? Ce sont des emplâtres sur des blessures qui sont beaucoup plus profondes et qui tiennent au fait que certains pays africains ont enfin trouvé le chemin de la stabilité économique, politique. Il y en a beaucoup plus qu'il y en avait il y a 10 ou 20 ans, donc c'est un continent qui est en voie de transformation positive. Il y a encore des trous, et ces trous sont tels que des gens prennent des risques incroyables sur leur vie, celle de leur famille, celle de leurs enfants, pour sortir de ce malheur terrible dans lequel ils sont. Bon, c'est comme ça. L'origine,
le problème est à l'origine, et nous devons, et c'est tout ce qui tourne autour du co-développement, c'est tout ce qui tourne autour de ces propositions de financement de grands systèmes d'infrastructure, d'énergie et de transport en Afrique, il faut aller dans cette direction, et ce que cette affaire nous dit, de très important, c'est que la priorité de la politique étrangère et de sécurité de l'Europe, elle est en Afrique, autour de la Méditerranée, au Moyen-Orient, et d'un certain point de vue maintenant sur la frontière orientale. C'est une réalisation récente. Mais nous devons faire de cette zone la grande priorité de notre politique étrangère européenne. Pascal Lamy, je le disais, il y a une époque, notamment sous la présidence de Delors, où l'Europe faisait rêver. Beaucoup de pays voulaient y entrer. On se souvient, il y a 10 ans du grand élargissement, 10 pays d'un coup. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. On l'a dit tout à l'heure, la Grèce qui était montrée comme pouvant quitter l'euro. Et puis la Grande-Bretagne, qui l'année prochaine va faire le référendum. Elle se détricote l'idée, la belle idée d'Europe. Elle a perdu une partie du soutien dont elle disposait dans les opinions. Depuis 10 ans, l'Europe a en gros perdu la moitié du très très grand soutien qu'elle avait dans les opinions européennes. Ça n'a pas attendu la crise, mais la crise a beaucoup aggravé ça. Bon, donc ça, c'est une réalité. Encore que, il y a une remontée. Si vous regardez les sondages récents, les eurobaromètres, il y a une remontée depuis quelques mois. Pourquoi ? D'abord, parce que ce qui avait procuré l'énergie positive, c'est deux choses. C'est d'abord plus de guerre entre nous. Ça, c'est formidable, mais cette énergie, elle s'est épuisée. Si j'essaie d'expliquer à mes petits-enfants qu'il faut faire l'Europe pour que la France et l'Allemagne ne se fassent pas la guerre, ils me regardent comme si je parlais des diplodocus. Et ce qui se passe aux portes de l'Europe avec l'Ukraine pourrait également... Mais si vous voulez, il n'y avait plus de menace de guerre entre nous. Donc, et par ailleurs, l'Europe était divisée par un mur entre des pays communistes et des pays qui ne l'étaient pas, et le désir des pays communistes, c'était de ne plus l'être. Donc sûr. Tout ça, ça a alimenté, en quelque sorte... Donc c'est une autre Europe aujourd'hui. Bon, alors, il faut d'autres raisons de faire l'Europe que celles-là, qui étaient au fond des raisons négatives. On ne voulait pas de la guerre, et on ne voulait pas du communisme. Ouais, bien sûr. Bon, il faut des raisons positives, et ces raisons positives, à mon avis, elles sont dans ce qu'on peut imaginer du monde de demain. Hein, la raison positive de faire l'Europe, c'est que nous avons des valeurs communes, et si nous voulons que ces valeurs communes continuent à rester en option dans le monde, nous devons les défendre, les promouvoir ensemble. Nous ne sommes ni chinois ni américains, c'est notre identité, mais si nous ne construisons pas l'Europe, nous, et peut-être d'autres, n'auront pas d'autre choix à 50 ans d'ici. Il faut regarder vers l'avenir, il faut recommencer à penser à l'avenir, à l'issue d'une période où, finalement, le rêve européen, c'était plus un cauchemar de ne pas retomber dans le passé que de rêver de l'avenir. Pascal Lamy, vous avez été, je le rappelais, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce pendant 2 mandats, c'est-à-dire pendant près de 10 ans. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui les discussions sur ce qu'il est convenu d'appeler les négociations ou le traité transatlantique ? C'est-à-dire, en gros, réduire les droits de douane, avoir des normes communes entre les Américains, entre l'Amérique et l'Europe. Certains disent que déjà, ça se fait dans la discrétion la plus totale, dans l'opacité la plus totale, et que deuxièmement, les multinationales prendront le pas, auront les décisions face aux États qui seront moins importants. C'est vrai, ça ? Bon, c'est normal que ça suscite du débat, de la controverse. D'ailleurs, le Parlement européen est en train d'en débattre. Si vous voulez, en très gros, c'est une très bonne idée qui a été extrêmement mal présentée et gérée jusqu'à présent. Par exemple, effectivement, en laissant le mandat de négociation secret, ce qui est une imbécilité politique, pardonnez-moi le mot. C'est très important pour l'avenir. Parce que c'est la première fois qu'une grande négociation, discussion porte non plus pour l'essentiel sur les questions de protection douanière, les droits de douane, les subventions, etc., mais sur le problème de la convergence de choses qui ne sont pas destinées à protéger les producteurs, mais les consommateurs. Donc c'est tout ce qui concerne la sécurité
tout ce qui concerne la sécurité des jouets, des briquets, des assurances, de la banque, de la comptabilité. Bon. Il y a d'énormes économies à faire en rapprochant le système de précaution européen et américain. Et c'est très important pour l'avenir parce que ce sont les deux systèmes de précaution les plus sophistiqués de cette planète. Et si nous les rapprochons, nous devenons en quelque sorte les leaders en matière de la norme de précaution. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour notre compétitivité économique. Donc, il faut aller dans cette direction, ça prendra beaucoup de temps. Quant à l'affaire, disons, des multinationales contre les États, c'est compliqué. Personne aujourd'hui, ni aux États-Unis ni en Europe, n'interdit à une entreprise, fût-elle multinationale, de contester la décision d'un État ou d'une autorité publique devant les tribunaux. Tout le monde fait ça tout le temps. La seule question, c'est de savoir si, moi, Européen, je fais confiance aux tribunaux américains, si j'ai un différend avec les Américains alors que j'ai investi aux États-Unis, et vice-versa. Est-ce que je fais confiance à la justice américaine? Et est-ce que j'ai des doutes? J'ai des doutes parce que ce que je sais, c'est que la justice américaine ne fonctionne pas de la même manière que la justice européenne. D'ailleurs, les Américains peuvent avoir la même opinion. Et donc, dans ces cas-là, si on n'est pas d'accord avec l'idée qu'on va laisser les tribunaux américains juger de nos intérêts, il faut se mettre d'accord sur un dispositif spécial, sur un mode opératoire qui, au fond, établit un standard judiciaire commun, des règles communes et une procédure commune, et c'est de cela qu'il s'agit. Alors évidemment, il faut l'encadrer, parce que, comme déjà aujourd'hui, si une entreprise menace un État devant les tribunaux, ça peut avoir un certain effet sur la réaction de l'État en question. Ces négociations transatlantiques sont déjà pas très populaires, enfin suscitent beaucoup de suspicions. Normal. L'affaire, les nouvelles révélations de la NSA américaine, donc des renseignements américains. Sur les écoutes, l'Amérique qui écoute les dirigeants européens, ça c'est sûr que ça ne plaide pas pour la confiance. C'est sûr que ça arrange pas les bidons. Ouais. On l'a vu d'ailleurs. Et l'impact réel que ça peut avoir. On l'a vu en Allemagne. Aujourd'hui, là où il y a le plus de débats et de divisions à l'intérieur de l'opinion sur cette négociation, c'est l'Allemagne. Avant l'affaire NSA, chancelière. Sur écoute. Et je pense que les Allemands sont plus indignés que leur chancelière ne soit écoutée que les Français ne le sont de leur président. Les Français trouvent que si leur président est écouté, quand même, pas mal, hein, c'est qu'on est quand même important. Bon, les Allemands, la confiance des Allemands dans les Américains a diminué de moitié en 2 ans avec cette affaire NSA. Donc vous avez absolument raison, ça tombe mal, et c'est difficile de dire je vais vous faire confiance pour ma norme sur les résidus de pesticides ou sur l'aflatocine dans les noisettes, alors que vous me faites pas confiance au point d'espionner mon chef d'État. Là, il y a quelque chose qui ne colle pas. J'en suis d'accord avec vous. Quelques questions. Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu sur la question de l'Allemagne et de Merkel? J'ai l'impression que c'est la seule dirigeante, c'est la seule personne qui dirige l'Europe aujourd'hui. Et qu'en même temps, en plus, elle le fait avec une opinion qui est très très réticente sur la Grèce, sur les négociations avec les États-Unis concernant le traité transatlantique, et que d'une certaine manière, elle cherche à si elle lâche. Qui aujourd'hui donne une direction à l'Europe? Pourquoi est-ce que Merkel, Angela Merkel, la chancelière allemande, et les Allemands ont-ils une position d'influence en Europe aujourd'hui qu'ils n'avaient pas il y a 10 ou 20 ans? C'est parce que les autres ont rétréci. Les Français ont une performance économique et sociale médiocre. Et ça compte. Les Anglais vont discuter pour savoir s'ils restent ou ils restent pas. Ils vont rester? Je crois, je crois. Ça me paraît le plus probable, à une condition, c'est que M. Cameron retrouve un narratif pro-européen, convaincant pour les Britanniques, en plus de ce qu'il arrivera à négocier de réforme de la poursuite de l'Union européenne avec ses collègues européens. Mais au fond, l'Allemagne a pris la place que la France et la Grande-Bretagne ont laissée vacante. Et c'est pas anormal, si vous voulez. L'Allemagne a une performance économique et sociale. L'Allemagne est un pays bien géré. Les Allemands sont contents de ça. Ils sont contents de leur chancelière. Dans le monde d'aujourd'hui, avec une très grande dominance des classes moyennes, c'est assez normal. Alors,
on peut reprocher à l'Allemagne d'avoir une vision, on peut ne pas partager cette vision ordolibérale, très autocentrée, on peut penser que le monde est plus tragique que cela, ce qui est d'ailleurs le cas des Français, mais cette situation n'est pas anormale et elle n'est pas le résultat d'un complot allemand. Hein, les équilibres se font avec le poids qu'on peut avoir sur les décisions à l'intérieur de l'Union et dans le monde. Et le modèle allemand, aujourd'hui, si on regarde ce qui s'est passé sur 40 ans, est le meilleur de ceux qui ont été pratiqués en Europe. Bah, ça compte. Pascal Lamy, je vous présente à travers différentes fonctions que vous avez occupées, mais il en est une que vous venez d'accepter de la part du gouvernement, c'est délégué interministériel, en gros le patron du dossier de l'exposition universelle qui pourrait se tenir en France en 2025. C'est un gros dossier, ça? C'est important? Ah, je crois, oui, si j'ai accepté, cette demande du... Elle va l'avoir, la France, cette expo, non? Oula, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Non, je l'ai accepté parce que je trouve que c'est un projet formidable pour un pays qui a quand même besoin de se projeter sur l'avenir et que, au fond, une exposition universelle, ça consiste à inviter le monde et on n'invite pas ses ennemis. Ouais. Hein, donc, il y a quelque chose qui va mener la France à regarder le monde tel qu'il est, à se projeter elle-même, mais de manière positive, au lieu de le faire de manière négative, comme aujourd'hui, 70% des Français n'aiment pas ce monde. Bon, on ne peut pas réussir une expo universelle si 70% des citoyennes et des citoyens français n'aiment pas le monde. Hein, donc, il va falloir changer quelque chose. Première phase, mettre au point un projet, et ça, c'est un partenariat public-privé. Il y a un projet qui a commencé à être travaillé, et sur lequel on va travailler encore plus, et qui a été initié par une association menée par des élus, et notamment M. Fromentin, le maire de Neuilly, de la société civile, des entreprises. Ils ont bâti une espèce d'esquisse. Ils vont mettre un avant-projet sur la table en juillet, et là, les discussions sérieuses vont commencer, parce qu'il faut que l'État valide ce projet. On a jusqu'à la fin du printemps de l'année prochaine pour finir. On le dépose. Et après, le Bureau international des expositions va expertiser tout ça. On fait campagne. Décision automne 2018. Et si on gagne... On vous réinvite. Et si on gagne, on vous réinvite pour que vous nous expliquiez tout ça. Sophie Malibaud. Vous estimez que vous êtes en concurrence avec cet autre grand projet 2024, les Jeux Olympiques? Non. Candidature de Paris, on rappelle. Et sinon, comment ça se matérialise? J'en ai discuté pas plus tard qu'il y a une semaine avec le président de la République, avec lequel j'étais allé à Milan. J'en ai discuté avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a un très grand rôle à jouer dans les deux cas. J'en ai discuté avec le Premier ministre, puisque c'est lui qui m'a signé ma lettre de mission. Leur conception, c'est que ces deux projets peuvent s'épauler l'un l'autre, qu'il y a des éléments communs, qu'il y a des synergies, comme on dit dans le business, et que il est fort possible de les articuler de telle sorte qu'on puisse gagner les deux. Ça dépendra de la qualité des projets, ça dépendra de ce que ça coûte aux contribuables, et pour l'instant, l'idée c'est que l'exposition universelle, ça ne doit pas coûter aux contribuables, qu'on va arriver à trouver un schéma économique qui s'autofinance, on y travaille. Donc pour l'instant, les deux projets peuvent la coexister. main dans la main. Christophe Ayat. Vous êtes resté proche, j'imagine, de Jacques Delors. Est-ce que vous le voyez encore? Il va être honoré bientôt par... Citoyen d'honneur européen. Voilà. Quel regard il porte aujourd'hui sur l'Europe, qui est un peu son enfant, et la gauche française qui est au pouvoir? Alors, sur Delors, citoyen d'honneur de l'Europe, c'est chouette, parce que, il le mérite. Il n'y en a eu que deux avant lui, on peut rappeler. Hein. Il y a eu Jean Monnet et Helmut Kohl. Et donc, il y a trois grands Européens au panthéon des Européens. Malheureusement, n'est plus de ce monde, c'est Jean Monnet. Deux le sont encore, Helmut Kohl, même si sa santé est un peu fragile, et Jacques Delors. Donc, c'est chouette parce qu'il le mérite, et c'est chouette parce que ça va lui faire plaisir. Et sur Hollande, est-ce qu'il vous dit des choses sur Hollande? En général, j'ai pas l'habitude de rendre public ni les conversations que j'ai avec espérait. Delors sur Hollande, ni les conversations d'ailleurs que j'ai avec Hollande sur Delors. Bon, mais donc, ce qui est vrai, c'est qu'il trouve que c'est pas si mauvaise. Ça n'est pas son Europe, mais il y a aussi des tas de raisons.
l'Europe du temps de Delors, de Mitterrand, de Kohl et même de Thatcher était quand même plus facile à faire avancer que l'Europe d'aujourd'hui. Et sur la gauche, j'ai jamais caché mes proximités avec Delors, et disons, en gros, il estime que la version un peu plus social-démocrate qu'on pratique depuis que le gouvernement a changé, et plus dans les idées, voilà. Même si ça n'est pas forcément la position de sa fille, et de temps en temps les discussions en famille. C'est la complexité familiale. Un peu partie de la famille. Les discussions à table en famille sont un peu chaudes. Ouais. Voilà. Merci pour ces confidences sur les discussions familiales chez les Delors, en effet. Merci à vous, Pascal Lamy, d'avoir été l'invité de ce dernier international avant la pause estivale. Excellentes vacances donc à vous. On vous retrouvera, je l'espère, tous ensemble pour la reprise au mois de septembre. Merci de votre fidélité.